Bonjour à toutes et à tous, c'est vendredi, le podcast Chef passe en mode chef d'entreprise, le format qui explore la face entrepreneuriale de la gastronomie et de la restauration. Et aujourd'hui, vous allez découvrir un duo qui a décidé d'entamer l'ascension à sa manière. Elles s'appellent Lénaïque Geffroy et Louise Lefebvre. La première est en cuisine, l'autre en salle et leur auberge porte en son nom tout un programme, puisqu'on vous invite aujourd'hui à découvrir l'auberge Les Filles en Bottes. Avant de se retrouver ici, à Saint-Georges de Rintembeau, dans l'Ille-et-Vilaine, Lénaïque s'est formée pendant quelques années en cuisine, par des voyages notamment, mais aussi auprès de Florent Laden. Et Louise est devenue maraîchère. Il y a un an donc, elles ont donné vie à un lieu bucolique, une table, un gîte qui jouxte un potager et un verger. Ici on cuisine main dans la main avec les producteurs locaux, main dans la terre aussi avec le jardin. Pour Léna et Louise, il n'était pas question de faire autrement. Mais autour de l'assiette, il y a bien d'autres choses et j'ai voulu savoir comment avait débuté et s'écrit un an après l'ouverture l'aventure entrepreneuriale de ces filles en bottes. Comment lancer une auberge à la campagne en 2025 ? Comment trouver son équilibre entre cuisine, maraîchage, accueil, gestion d'un gîte ? Parler des défis d'un sourcing ultra local et de la vie de couple au boulot ? En gros, comment être sûr de rester droite dans ses bottes ? Et j'ai pas été déçu, car vous allez voir, Louise et Léna vont partager avec vous leur joie comme leurs difficultés. Et en plus de ça, on a passé un super moment, car spoiler, vous allez comme moi les adorer. Je suis David Ordonneau, vous écoutez le podcast Chef, et comme on est vendredi, c'est Chef d'entreprise. Alors enfilez vos bottes, on passe au jardin, vous allez découvrir l'histoire de Louise et Lénaïque. Est-ce qu'avant de rentrer dans l'histoire, la vôtre, vous pouvez nous décrire et décrire aux auditeurs, aux auditrices, l'endroit dans lequel on enregistre cet épisode ? Où est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qu'on voit ? C'est pas moi qui vais le dire, c'est vous, parce qu'on est chez vous, en l'occurrence. Eh ben, là, on est sur la terrasse. Il y a différentes énergies, différentes atmosphères dans cette maison. C'était une ancienne maison d'habitation qui a vraiment une partie cuisine, une partie salon et une partie terrasse sur laquelle on est en ce moment parce qu'il fait beau et qu'il fait aussi beau parfois en Bretagne. Donc, on profite de la perspective en plus. Exactement. Et de Paco, c'est Paco. Ah, c'est bien. On en est à 40 secondes. Il est là. Donc pour les auditeurs qui nous rejoignent, on est avec Louise, Léna et Paco, donc qui vient de faire son apparition. Donc, face au jardin, du coup. Face au jardin. Exact. Donc ce jardin, il fait partie, il est très impressionnant. C'est difficile à décrire parce que il est à la fois vivant, un peu sauvage, mais il a une structure extrêmement dessinée, particulièrement bien dessinée. Et ça, il était là avant que vous n'arriviez. Ouais. On dit souvent qu'on a un jardin paysager, un bas verger, un haut verger et un potager. Ouais, c'est ça. Et ensuite une belle prairie pour la perspective. Ça fait pas mal, c'est un bel héritage. C'est un beau cadeau qu'on a tous les jours, c'est vrai. Et on a choisi cette maison, entre autres pour ça, pour le bien que nous fait ce jardin. Le travail qu'il nous demande aussi, mais en même temps, cette espèce d'échappatoire dont on a besoin aussi dans notre quotidien. Cette espèce de soupape de décompression finalement, de mettre les mains dans la terre, de se reconnecter un peu au vivant et à la réalité, et de prendre le temps, ce qu'on fait jamais dans notre quotidien. Et ben là, tu dois, en fait, dans un jardin, si tu l'écoutes pas, si tu prends pas le temps de le regarder, de l'observer, de le sentir, en fait, ça sert à rien, tu passes à côté. Donc, c'est vraiment un endroit qui nous demande, oui, certes, beaucoup de travail, mais en même temps qui nous permet de nous reconnecter. Exact. On va essayer de comprendre si en fait vous aviez envie de mettre des bottes avant d'arriver ici, ou si c'est ce lieu qui a fait que vous avez enfilé des bottes. Et pour bien le comprendre, est-ce qu'on peut remonter ? Est-ce que vous pouvez chacune, à votre tour, nous raconter un petit peu votre histoire, d'où vous venez, comment finalement chacune en est arrivée à cette terrasse, à Paco qui gambade dans ce jardin ? Du coup, moi c'est Lénaïque, je travaille en cuisine, ça fait 6 ans que je travaille en cuisine. Avant ça, j'étais dans le droit. Et j'ai décidé de me reconvertir parce que je ne me retrouvais pas du tout dans le droit. Je me suis toujours dit, la cuisine, ce sera pour plus tard. Et au final, c'était pour maintenant, il y a 6 ans. Pardon, ouais. Qu'est-ce qui fait que du droit, on passe à la cuisine ? Pourquoi la cuisine ? Où est-ce qu'on trouve les racines de cette envie ? Comme pour beaucoup de monde, je pense que c'était ancré. C'est une histoire de famille. Voilà, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi. Et j'avais ça au fond de moi et c'était une passion et ça m'a rattrapé beaucoup plus vite que... On cuisinait chez toi ? Ouais.
Ma maman, ma grand-mère aussi, qui habitait en Bretagne, mon grand-père pareil, qui revenait du bateau avec les homards, les maquereaux, où on les mettait dans les bocaux. Ils avaient aussi un potager où on tirait les oignons, on sentait ce persil frais, etc. J'ai toujours été animée par toutes ces odeurs. Et donc la cuisine, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Ouais, qui faisait partie de ta vie. Et à un moment, tu t'es éloignée pour entrer dans j'allais dire le droit chemin, mais non, de fait, le chemin du droit en tout cas, mais c'était pas le droit chemin. Ou alors peut-être que j'avais envie de rentrer dans un moule aussi, et au final, ce moule-là, il n'était pas fait pour moi. Donc j'ai pris les moules ailleurs pour les mettre dans un four finalement. C'est ça. Et à quel âge tu as décidé, pardon de cette question, mais à quel âge tu t'es dit, bon, en fait, stop cette blague, je suis pas aligné, j'ai envie de faire autre chose? Eh ben, juste après avoir obtenu mon master en droit privé et sciences criminelles. My God. Voilà. Bravo. Oui, en fait, non. Bravo ma fille, je suis très fière de toi. Voilà, pour mes parents, c'était un peu la douche froide parce que forcément, ils étaient derrière moi pour ces études. Bah oui, et tellement puis, rassurant. Ma fille a fait droit. Et une fois que c'était validé, j'aurais dit, bon, je vais faire un CAP cuisine. My God. T'as été soutenue dans cette démarche? Ouais, ma mère, tout de suite, elle a compris, elle a senti que finalement, le droit, je me plaisais pas forcément là-dedans. Pour mon père, c'était un peu plus compliqué parce que je pense qu'au fond de lui, il savait que la cuisine, en tant que femme, c'est pas forcément évident. Et je pense que ça le rassurait de savoir que j'étais dans un bureau, que tout allait bien se passer, etc. Donc pour mon père, un peu plus compliqué, je pense. Parce qu'il voulait pas que sa fille soit exposée à un environnement qui soit pas cool. Ou un peu plus difficile. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que ça recouvre? Et parce qu'on sent que c'était peut-être aussi une conviction un peu partagée. Peut-être que c'est une question que tu te posais toi avant de l'envisager. Est-ce que tu Non, voyais... moi j'avais pas du tout ce sentiment-là. En tout ouais. cas, j'y allais à fond. Allez, on y va. Okay. On réfléchit pas et voilà. Donc formation, CAP. Ouais, formation, CAP, apprentissage. Un père qui 3 croise semaines, les doigts, une mère qui soutient. Voilà, c'est ça. Et tout va très vite à partir de ce moment-là. Puis là, j'ai découvert une cuisine locale. J'ai découvert des jus de viande qui embaumaient toute la cuisine. Beaucoup d'odeurs qui m'animaient en fait tous les matins quand je rentrais dans cette cuisine. Je me disais, oh, mais toutes ces odeurs d'oignons brûlés, etc. Je me disais, ah, c'est génial. Là, on se parle de la cuisine où tu vis ta formation. Ouais. Et c'était où? C'était au restaurant Sébastopol. Donc ça, c'est ma première expérience. Et après, j'ai été vraiment piquée par ces produits locaux, vraiment une cuisine de produits. Et c'était où géographiquement? À Lille. À Lille, ah oui, c'est à Lille. Ouais. Okay. Mais nous, toutes les deux, on vient du nord de la France. D'accord. Donc j'ai démarré à Lille pendant 1 an. Et puis après, je me suis dit, tiens, c'est peut-être un passeport pour un petit peu voyager, chose que j'avais jamais fait pendant 5 ans avec le droit. Donc j'ai commencé un peu à barouder un peu partout en France. Et puis on s'est rencontrés avec Louise. Sur le chemin? Sur le chemin, ouais. Quand tu dis barouder, t'étais guidée par quelle envie de découvrir plusieurs adresses, plusieurs cuisines, plusieurs méthodes? C'était quoi qui te guidait dans ce chemin-là? Souvent l'endroit, c'est-à dire je me disais, tiens, j'ai envie de découvrir la Réunion, plutôt l'Est de la France, la Bretagne. Tiens, et si j'allais découvrir, si je prenais la cuisine comme prétexte pour aller passer 3 semaines? Et ouais, je me suis dit ça en fait au début. Non mais la cuisine, souvent les gens en parlent comme d'un passeport pour rencontrer des gens, des cultures et pour voyager évidemment, on rigole. Je vais l'utiliser et avec toutes les cuisines qu'il y a, je vais forcément trouver une cuisine qui me correspond. Et du coup, il y avait cette recherche quand même. Bien sûr, continuer à prendre de l'expérience. Okay. Avoir ces 2 choses-là. Tu vas faire ça pendant combien de temps du coup? J'ai fait ça pendant 3 ans. Ah ouais? Ouais. Mais parfois c'était des longues saisons, ça pouvait être 1 an, parfois 6 mois. Parfois on faisait un stop, c'est-à-dire on faisait du woofing avec Louise et on arrêtait de travailler entre guillemets et puis on découvrait des mondes qui nous appartenaient pas forcément. L'élevage, des choses comme ça, vraiment des produits du terroir, on va dire, et on était baignés dedans et ça nous faisait du bien. Donc des fois, on faisait des petites pauses. Ouais, voilà. Enfin le woofing, c'est une pause toute relative quand même, parce qu'il faut bosser. Une demi-pause, ouais. Ouais. Louise, tu vas nous raconter ton histoire et puis on va les récupérer au moment où vous vous trouvez. La tienne, elle démarre comment La mienne, elle démarre aussi avec un bagage souhaité sans doute par la société et par les parents. Quelque part, je rejoins un peu le discours de Lénaïque. Je pense que les parents, ils ont envie, quand tu fais des enfants, qu'ils aient quelque chose de confortable, quelque part. Tu as envie de leur donner une sécurité, quoi. Et donc, on te dit, tu prends un bagage et puis ensuite, après, tu feras ce que tu veux. Et quel était ton bagage? Moi, j'ai fait un BTS en communication, une licence en communication événementielle, parce que j'aime bien parler, que j'aime bien les gens, mais que j'aimais bien organiser les choses. Donc, après avoir fait un bac L, je me suis lancée dans une licence en communication événementielle à Lille. J'ai fait mes 3 ans et là, pour le coup, être dans un bureau, et j'ai vite compris que c'était pas mon monde. Et je me suis vite reconvertie dans ma passion, que j'ai toujours été cavalière.
Et donc, je suis partie à Paris faire 2 années d'études dans les Yvelines. 2 années d'études pour faire quoi, du coup? Pour devenir monitrice d'équitation. D'accord. Et j'ai un peu déchanté, puisque monitrice d'équitation, on est loin. Je vais peut-être faire un peu de mal au monde du cheval, mais on m'en voudra pas, peut-être pas, ou je sais pas, en fait. Mais en tout cas, je me suis pas retrouvée dans ce monde-là, dans ce monde de l'équitation classique, où on bafoue un peu l'éthique animale et on va chercher vraiment le côté sportif d'un cheval et non le côté animal d'un cheval, le côté soumission quelque part dans cette éducation équine. Et du coup, je me suis pas du tout retrouvée. Et là, je me suis dit, waouh, reconversion professionnelle. J'ai dit à papa, maman que j'avais eu ma licence, que je partais dans ce que je voulais. Et en fait, c'est toujours pas ce que je veux. Je me suis dit, ok, va plus loin, Louise. C'est pas comme ça que tu peux pas t'en arrêter là. Le cheval, tu l'as toujours aimé, tu l'as toujours vécu. Va essayer de trouver vraiment ton histoire là-dedans. Et après avoir passé ces 2 années de monitorat, j'ai passé ce qu'on appelle un ATE, accompagnateur de tourisme équestre. Et là, ça y est, j'ai enfin trouvé mes chevaux dehors, en groupe, grégaire, en troupeau, où on allait les chercher au pré tous les jours, qui vivaient dehors, tous ensemble. Et là, je me suis dit, ok, là, il y a un truc. Et puis voilà, je me suis retrouvée à faire des balades à cheval un peu à travers la France entière et un peu partout dans le monde, entre guillemets. Et du coup, ça m'a fait dire, ok, tu es capable de pouvoir connecter les gens au vivant tout en étant sur un être vivant, du coup en essayant de respecter tant l'animal que la nature et mettre tout ça en lien. Et j'ai trouvé un sens à tout ça en me disant, je peux essayer de commencer à éveiller des consciences sur l'animal, sur le vivant, sur la terre sur laquelle on fonctionne et sur laquelle on marche. Et je me suis éclatée. Et de là a commencé les saisons qu'on a du coup commencé un peu ensemble avec Léna. On a 2 métiers qui se commençaient à ce moment-là, que ce soit dans la cuisine ou dans le tourisme équestre. Donc c'est là où vous vous croisez, l'une à cheval et l'autre dans sa cuisine. C'est ça, au début de nos reconversions. Ouais. C'est ça, D'accord. Au tout début de nos reconversions. Moi, de ma reconversion, en tout cas dans le monde du cheval en tant que tourisme équestre. Mais oui, et puis finalement, ces 2 métiers se couplent bien. On se dit, ok, on peut partir en saison, que ce soit l'été ou l'hiver, on peut bouger. On a vraiment 2 métiers qui peuvent bien fonctionner. Et donc, on prend nos valises et puis on part. On part au début sans vraiment trop savoir où on va. On candidate beaucoup Léna dans un premier lieu parce qu'elle était et elle est très accrochée à une certaine éthique de restauration. Donc, tu peux pas aller dans toutes sortes de restaurants. Donc, ça nous guidait un peu. Et puis, moi aussi, dans le cheval, parce que c'était super important d'avoir aussi... des valeurs oui. Cet engagement. Voilà. Lénaïque, tu peux nous dire justement par quel prisme il fallait que les adresses passent? Qu'est-ce qui, déjà, à cette époque-là de ton histoire, te faisait dire, moi, un restaurant, il faut qu'il soit comme ci, comme ci, comme ci, comme ça? C'était quoi, justement, ce qui t'animait et ce qui te faisait faire ces choix-là? Ouais, il y avait déjà ces valeurs environnementales, locales, de produits. Je voulais vraiment retrouver ce sourcing de produits en fait dans les restaurants. Donc ça, c'était vraiment la première chose que je regardais. Et après, il y a aussi, on va dire, comment je me sentais avec l'équipe. Ça, c'est important aussi. Et finalement, quand on a atterri à La Réunion, j'ai trouvé une cuisine qui me plaisait, mais c'est vraiment l'ambiance de la cuisine qui m'a fait du bien aussi, qui m'a permis de me poser, etc. Parfois, en fait, on trouve des expériences qui vont te renforcer dans ta confiance et parfois d'autres qui vont te renforcer dans ta technicité. Ouais. Ça peut être enrichissant dans d'autres manières, on va dire. Ouais. Ouais. L'idée, c'est de fuir, en tout cas, les expériences qui peuvent altérer. Est-ce que tu as connu, comme parfois, certains cuisiniers, certaines cuisinières, des expériences où tu te dis ah non, ça c'est pas possible, ouais. Et si oui, qu'est-ce qui était pas possible et qu'est-ce qui a fait que justement tu t'es orienté vers autre chose, ou en tout cas... c'est vrai que ça fait quelques temps que j'écoute vos podcasts et j'entends qu'il y a de la violence dans la cuisine, j'entends qu'il y a de plus en plus de personnes qui dénoncent. Et pour autant, on ne dit jamais qui on dénonce, parce que je pense que ce n'est pas l'objet non plus. Sans vouloir rentrer trop dans le détail, oui, moi, je l'ai vu. Je l'ai plus ou moins vécu, mais je l'ai vu, comme Manon Fleuret, elle peut le dire. Ouais. Je l'ai vu, et voilà. Et c'est des choses qui ne peuvent pas être acceptées. Et ouais, ça existe. Ce qui est important, c'est je pense, au-delà des noms, de dire de quoi on parle. Parce que le problème de ça, moi, je trouve, c'est que c'est souvent trop abstrait. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on dit? Quels sont les mots? Quels sont les gestes?
concrètement, c'est quoi la violence? C'est ça qui est important de dire, je pense. Bah, c'est par exemple une plaque chaude qu'on sort du four et on ne dit pas chaud chef et qu'on te met sur le bras et qu'on te dit la prochaine fois tu diras chaud chef. Non mais tu vois, c'est important de dire ces trucs-là en fait parce que pour les gens qui nous écoutent, ça existe encore souvent dans de nombreux endroits et ça paraît aberrant en fait, mais Bien ça sûr. existe. Ouais. On a vécu ça, on n'a plus envie de vivre ça Voilà. de toute façon, donc ça c'est évident. On le met de côté Ouais. et après j'ai appris qu'on pouvait me dire merci s'il te plaît. Voilà, c'est ça quoi. qui est génial, c'est qu'à la fin on finit par être choqué de Oui, voir... de ce qu'on en a vécu auparavant en se disant mais j'ai accepté ça quand même. Parce qu'au début on se dit peut-être que dans la cuisine ça se passe comme ça. C'est ce fameux truc qui est la pire des choses. C'est comme ça dans la restauration. Voilà, ouais. Tu te poses pas vraiment la question. Tu te poses pas si c'est réel ou si ça l'est pas. Tu le vis. De toute façon, t'as pas le choix. T'es au taf et c'est tout. Et moi, c'est tout début où on s'est connus. Ça me paraissait complètement dingue. Ce qu'elle te rapportait ou ce Bien que sûr, tu ou entendais. ce que j'entendais, ce que je pouvais percevoir de Ouais. toutes les émotions qu'elle avait à ce moment-là. Mais je pense que dans chaque métier a sa dureté, mais que dans le monde de la cuisine, on se rend pas compte du quart de ce que les gens peuvent vivre, et d'autant plus sur des petits apprentis ou sur des jeunes qui sont là pleines de bonne volonté et voilà. Mais et donc on a décidé toutes les deux de partir et de laisser ça, surtout Léna avec beaucoup de difficultés quand même, de laisser ça derrière elle, et du coup c'est pour ça que on parlait de la Réunion. C'est quoi la difficulté de laisser ça? Pardon, mais tu parles de difficulté. Il y a une difficulté à tourner le dos Parce que tu prends dans ta confiance en toi quand même. Tu prends. Enfin, je vais pas parler au nom de Léna, mais bien sûr que dans ton toi intérieur, ça te heurte. Voilà. Si, parce que même on te dit que tu es nul peut-être 3 à 5 fois par jour aussi. C'est possible ça. Je l'ai vu sur moi ou sur d'autres personnes. Donc au bout d'un moment, ça te rentre quand même dans la tête. Et tu te poses vraiment la question de savoir si t'es nul ou pas. Bien sûr. Surtout au début quand tu commences. Ouais. Surtout quand t'as pas énormément de confiance en toi-même de base. Ouais, tu peux te faire piétiner. Et d'ailleurs, il y a plein de gens, et dans ce podcast, on le découvrira dans quelques mois, l'histoire d'un chef qui est donc un voisin à vous, breton, Nicolas Conroche, et qui on était juste hier, avec qui on a enregistré un podcast, qui nous racontait que lui, il est allé en cuisine en fréquentant cet environnement depuis toujours, puisqu'il a fait un lycée hôtelier, mais il n'est rentré en cuisine que très tardivement, parce que justement, il n'avait jamais voulu franchir le seuil de la cuisine à cause de cette ambiance, de cette toxicité, et il a failli ne jamais devenir chef pour ça, parce qu'il voulait pas en fait, il voulait pas. Donc c'est une réalité ce truc-là. Donc vous êtes finalement rencontrés aussi sur un constat un peu partagé, parce que ce que tu décrivais du monde que tu ne voulais pas, dans le monde équestre, je sais pas comment il faut dire, Oui, c'est ça. il y avait ces deux valeurs, hein, chacune dans votre partie finalement. Enfin, un Oui, refus c'est vrai, en tout cas ouais. d'envisager les choses. Oui, on n'était pas en phase avec ce qu'on recherchait finalement, que ça soit moi sur l'éthique animale et Lénaïque sur l'éthique humaine, je dirais. Ouais. Voilà. Autant elle était hyper en phase sur son éthique culinaire, autant il y a un moment où si l'humain n'est pas en phase avec ce que tu vis, en fait non, c'est pas une bonne épreuve, c'est pas bien. Donc on a pris nos valises en se disant on va aller voir ce qui se passe ailleurs, et c'est là qu'on a commencé à grandir, là qu'on a commencé à prendre des expériences chacune de notre côté, différentes, des chemins aussi différents, des chemins qu'on n'aurait pas forcément pris de base peut-être, et qui nous ont beaucoup, beaucoup animés, beaucoup fait grandir. Quand tu dis des choses comme ça, qu'est-ce qui te revient à l'esprit, des choses qui t'ont fait grandir ou des chemins que tu n'aurais pas envisagés? Forcément, il y a des évocations auxquelles on pense quand tu te remémores ce fil-là. C'est quoi les choses que tu as faites qui t'ont appris quelque chose que tu n'aurais pas suspecté, ou des endroits, des expériences que tu n'aurais pas envisagées? Déjà, se retrouver toutes seules, toutes les deux, avec des sacs à dos à La Réunion, comme ça, on avait quel âge? On avait, je sais plus. On dirait que vous avez 50 ans, on avait quel âge? Non, mais on avait 24 ans toutes les deux, puis on commençait tout juste à voyager. Voilà, tu n'as pas énormément de bagages non plus professionnels derrière toi. Tu laisses toute ta famille, toutes tes amies à l'autre bout du monde, et puis tu dis bon, on y va quoi. Et On y va pour voir. Bien C'est sûr. courageux parce que t'as pas de plan, y a pas de. Non, t'as juste la volonté de vouloir essayer de voir ce qui se passe ailleurs et essayer de t'éclater. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense qu'on s'est surprises chacune, toutes les deux. Moi, à me retrouver là-bas sur les plateaux du Maïdo, à traverser tous les cirques, là-bas à La Réunion, avec tous les volcans, à cheval, à rentrer sous l'orage, à descendre de cheval parce que ton cheval, il a des fers et donc c'est paratonnerre. Et donc tu dois vite descendre de cheval et tu dois pas le dire à ta clientèle qu'on est paratonnerre et qu'il faut vite partir, en fait. Voilà, Et moi, pendant ce temps-là, j'étais en bas, il faisait 40 degrés et on pouvait cuisiner dehors, la plonge était dehors. Il y avait toujours de la musique, tout le monde était un peu en train de danser en cuisinant et c'était vraiment cool.
Pas mal. C'est un peu une révélation, la Réunion, pour vous, quand même. Il y a un truc un peu cool. Ouais, ça, on souffle. Ouais. Ok, on est contente du chemin qu'on a pris, c'est-à-dire moi la cuisine et Louise du cheval, mais on est contente aussi de comment on se sent dans ce métier-là. Est-ce que vous avez envisagé d'y rester ? Est-ce que vous vous êtes posé les questions ? Ou est-ce que vous avez toujours pensé que ce serait une parenthèse et qu'il y en aurait peut-être une autre ? Ou est-ce qu'il y avait déjà une perspective ? Est-ce qu'il y a une réflexion qui se met en place à ce moment-là ? Toutes les deux, je pense qu'on savait que la Réunion, c'était une parenthèse. Je sais depuis le début que j'ai très envie de revenir en Bretagne, mais j'ai jamais dit à Louise. Je l'ai ramené petit à petit. En même temps, Louise, l'énaïque. Tu vois, à un moment, c'est écrit dessus quand même. Ouais. Hein. Bon. Je suis bien d'accord. Et donc, entre-temps, on est parti en Corse. D'accord. Ensemble. Donc, ça ressemble un peu à la Bretagne. La Corse, autant la Bretagne, c'est l'île de cœur, je dirais, de Léna, autant moi, la Corse, c'est mon île de cœur. J'y ai beaucoup vécu quand j'étais petite en vacances, beaucoup de souvenirs, et j'y ai du coup été formée, puisque mon ATE, je l'ai passé à Corté, au centre Corse. Plein milieu de la Corse. Plein milieu de la Corse, dans le côté tout brut et sauvage que j'adore de la Corse. Et du coup, on a fait des saisons toutes les deux partagées. On s'est retrouvés confinés aussi en Corse, toutes les deux. Très, très dur. Non, je déconne, pas du tout. Vous faites partie de ces gens qui disent « C'était quand même trop cool le confinement, non ?» Pas trop cool, parce qu'on l'a vécu de façon anxiogène comme chacun. Ça nous a permis de nous remettre en place. Je me souviens de Léna en cuisine, toute seule dans notre petite maison, s'éclater sur des choses et sortir des plats absolument dingues, parce que le temps, parce que la non-pression, parce que juste la passion et la tranquillité de pouvoir poser ton esprit sur une seule et même recette. Ouais, on a appris à prendre le temps et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient le dire. Mais luxe de dingue, c'est vrai que ça va vous faire un luxe. Et pour les restaurateurs et les cuisiniers, énormément. D'apprendre à se poser et donc à maturer, à trouver une piste à sa cuisine. Parce que en fait, le problème dans la restauration, c'est la succession des services. Et c'est vrai que trouver sa veine, trouver sa cuisine, à un moment, il faut lever la tête, il faut pouvoir se poser un petit peu pour le faire. Et là, ça a dû inscrire un peu des choses. Ouais, ça nous a permis de prendre le temps, de découvrir les produits, d'essayer de faire des choses par soi-même, se dire tiens, je sais faire ça comme ça, tiens, j'ai envie d'aller plus loin sur cette thématique, etc. Et puis on avait un petit peu de terrain et on s'est dit allez, on va faire notre potager. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai envie de dire que c'est pas très étonnant parce que finalement tout le monde s'est un peu reconnecté à la terre à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'on avait un petit jardin, donc on s'est dit allez, moi j'ai toujours mis les mains dans la terre chez mon grand-père qui avait un petit potager et j'ai toujours aimé faire jouer à la boue dans ma brouette, mettre des cailloux, de la terre et mettre de l'eau et tout. Et mettre des bottes. Ouais, c'est vrai, et mettre des bottes. Même si les bottes sont venues aussi du coup par le cheval et aussi beaucoup parce que Léna et moi, on aime beaucoup faire des grandes balades. Et les bottes, c'est un peu... c'est le meilleur ami, ça passe partout. C'est la chaussure tout terrain, t'es sûr de pas te faire piquer, t'es sûr de pouvoir passer partout. Voilà, on a toujours nos bottes dans le coffre, ça c'est sûr. Et en fait, finalement, la Corse, pour moi, ça m'a ouvert du coup les portes du maraîchage, puisque le tourisme équestre, à ce moment-là, c'était très obscur, sans parler bien évidemment de la restauration. Et on a été embauchés chez une dame qui cultivait l'immortelle, les licries italiennes, et qui voulait donner l'opportunité à ses salariés de pouvoir avoir des légumes sur place. Et donc, elle nous a dit, vous savez quoi, on fait l'huile essentielle d'immortelle, vous désherbez les immortelles, et en même temps, vous faites un petit potager pour tout le monde. Et du coup, de là, on a planté pas mal de choses. On avait carte blanche. Léna a commencé à transformer beaucoup de produits, donc mettre des bocaux, faire de la fermentation. Et je pense que du coup, ça a peut-être ouvert quelques portes aussi dans ta cuisine d'aujourd'hui. Ouais. Puis même mettre les mains dans la terre, ça nous a fait à toutes les deux du bien aussi, et de sentir le produit, voir comment ça se passe, qu'une carotte, c'est pas si facile à faire que ça. Qu'une tomate, ça aime la chaleur, ça aime pas le soleil. On était en Corse, on a fait moitié moins de tomates parce que c'était en plein cagnard et que c'est pas vrai, la tomate, elle aime pas le cagnard. Elle aime la chaleur, mais elle aime pas le cagnard. Et tu te dis pourtant que finalement, non, la tomate, moi en Bretagne, je galère ici dans mon jardin à en avoir. Mais dans le sens où ça nous a reconnecté à une réalité d'une saison, d'un produit brut qui est difficile à faire. C'est le rapport à la terre que tu décris. C'est le rapport à la terre dans tout ça. Bien sûr. Moi, je l'ai toujours eu avec le cheval, mais d'autant plus en mettant vraiment les deux mains dans la terre et en étant humble. Parce que le potager, c'est pas vrai, ça marche pas pour tout le monde. Et la main verte, c'est pas vrai. C'est juste, encore une fois, prendre le temps de regarder ce qui fonctionne pas. C'est pas parce que ça fonctionne cette année que ça fonctionnera une autre. Et c'est aussi comme ça aujourd'hui qu'on comprend beaucoup nos maraîchers, que Lénaïque dans sa cuisine n'est pas exigeante sur ses produits, qu'elle arrive à changer, même si on travaille sur un menu unique, à changer
de tout à rien sur il n'y a plus de haricots, on passe sur le petit pois ou ainsi de suite. Il y a eu un problème sur telle ou telle plantation, c'est pas grave, j'aurai pas de choux cette année. Ça nous a permis de comprendre vraiment le vivant. Et les légumes nous ont permis de comprendre qu'il y avait vraiment une saison, mais il n'y a pas que le légume, il y a le poisson aussi, on ne s'en rend pas compte, les fromages de chèvre. Le fromage, de manière générale. Plein de choses. Ouais. Donc ça, c'est le début de notre aventure et de notre sensibilité à la saison. Ouais, le début d'une connexion, finalement. Totalement. Il y a une question qui se pose à ce moment-là de votre histoire, c'est la notion d'indépendance aussi. On l'écrivait par rapport à la cuisine. Toi, Louise, tu te rapproches de la terre, en tout cas de sa culture. Là, vous devenez un petit peu indépendante. On vous confie des missions. Il faut que vous parliez en votre nom, avec votre expérience, que vous l'assumiez aussi. Toi, Lénaïque, il y a ce côté, je m'empare des choses. Je commence à créer, à m'exprimer. Alors, au début, peut-être pas exposé parce que c'est un peu entre vous. Puis après, peut-être pour ces gens aussi. Toi, Louise, tu prends aussi des choses en charge. C'est une charnière aussi, ça, de se dire, je vais faire, moi. Et en même temps, on nous fait totalement confiance, quoi. Donc, c'était assez incroyable. On a atterri dans un lieu où vraiment on faisait confiance au personnel, on donnait vraiment, Je pense que tout ce chemin de saison à l'étranger et en woofing, les gens nous ont fait confiance et on a rencontré un humain qui chaque jour nous faisait du bien dans notre nous intérieur et nous a fait croire en nous. Vraiment. Et je pense, nous a donné la capacité d'être là aujourd'hui, assis sur cette table. Pardon, mais c'est hyper important ce que vous êtes en train de dire. Il y a quand même un truc qu'il faut aller chercher, je pense aux jeunes gens qui nous écoutent et à ceux qui veulent aussi se découvrir ou en tout cas explorer une voie. C'est vrai dans la cuisine, mais finalement c'est vrai dans tous les secteurs. Vous êtes en train de dire qu'il faut aller aussi vers des gens et dans des endroits qui ont cette résonance, qui vont vous permettre de vous déployer et donc en reflet. Je pense que quand on va vers des gens ou des endroits où on sent que ça va pas le faire, faut pas pousser. Faut se barrer. Ouais, en courant. Même en courant. Ouais. Vraiment. Et pas se poser de questions. Si tu le sens pas dès le début, n'y reste pas. C'est toi, c'est ton propre intérieur qui doit te le dire. Après, nous, on est très énergie avec Léna, mais dans le sens où ça sert à rien de se battre contre quelque chose où tu sais au fond de toi que c'est pas ta place. Avocat du diable. J'ai interviewé quelques chefs et beaucoup m'ont dit plein de fois, et c'est surtout un truc générationnel, je pense, m'ont dit, putain, au début c'était dur, sous-entendu, je me suis fait taper sur la tronche, mal parler, naninana, mais j'ai tenu, et finalement, à force de tenir, ça paye. C'est souvent un discours de gens qui ont la cinquantaine, la soixantaine, qui ont vécu un peu dans le monde d'avant, dans la cuisine. Mais c'est l'opposition de ce que tu décris comme discours. Eux, ils te disent, il faut tenir, oui, c'est dur, mais bon, c'est après que ça paye. Là, nous, on est en train de se dire, maintenant, en fait, si on voit que ça, on s'en va, en fait, on s'en va direct. Oui, parce que ça coûte cher, quoi, de prendre des claques jusqu'à temps de dire, c'est bon, j'en ai assez pris, maintenant je suis une machine et voilà, j'ai réussi. Ça valait le coup. À quel prix ? Et ce qui est important, c'est que aussi ceux qui ont pris des claques et qui parlent, c'est ceux qui ont tenu. Et de fait, on n'entend jamais ceux qui n'ont pas tenu et qui ont lâché. Ouais. Parce que voilà, il faut pas fuir non plus. Léna, elle a tenu son année d'apprentissage. Elle est allée jusqu'au bout, contrairement à certains. Et elle en est ressortie peut-être blessée, mais aussi plus forte. Je pense que ça fait partie aussi de son apprentissage et de sa cuisine aujourd'hui. Mais c'est difficile de partir quand tu es en apprentissage, en l'occurrence. En plus. Je pense. Ouais. Bien sûr. Et surtout, moi, ça fait 6 ans que je suis dans le droit, je décide de me reconvertir. Ouais. Je trouve un super restaurant, la cuisine est vraiment chouette, etc. Je me dis, je peux pas lâcher, il faut que je continue. Et pourtant, c'est difficile à ce moment-là. Et pourtant, ça devient de plus en plus difficile. Donc oui, je pense qu'on fait partie de ces générations qui ont plus la bougeotte, ou en tout cas qui refusent de vivre quelque chose qu'ils n'ont pas envie de vivre, sous prétexte que tu dois. Voilà. Mais en même temps, il y a aussi parfois où on s'est confronté à des réalités où c'est tout, on a dû rester dans des situations plus inconfortables, mais tu le fais parce que tu veux aller vers le confort au bout d'un moment. L'échec, il existe, il faut pas le fuir. Ça fait partie aussi de la vie. Même vous parlez d'une génération, tu vois, il y a plein de chefs et c'est vrai dans tous les métiers finalement, mais en l'occurrence, on se parle de ça, il y a plein de chefs qui disent, aujourd'hui les jeunes, dès que c'est un petit peu difficile, ils s'en vont. Dès que ils ont la bougeotte, ça c'est un truc que j'entends très souvent. Et là on est en train de se dire, ouais mais en fait, si c'est naze, oui on bouge en fait. C'est ça qu'on est en train de se dire, c'est que bon, les jeunes ils bougent pas si ça se passe bien. Et puis avant c'était très cadré, c'est-à-dire que les gens pouvaient faire le même métier dans le même établissement tout le long de leur vie. C'était comme ça. Aujourd'hui on a beaucoup plus de liberté, je pense. Est-ce qu'on arrive à se construire en passant, et vous allez répondre par rapport à toutes les expériences que vous avez cumulées, et notamment en voyage, parce que vous êtes allé en plus ailleurs. Est-ce qu'on se construit ? Est-ce qu'on arrive à trouver son fil en cumulant les expériences ? C'est tout un chemin en fait.
Et donc, sur ce chemin, on rencontre plein de choses différentes. Moi, je n'ai jamais été intéressée par la technicité de la cuisine. Donc, moi, je cherchais d'autres choses, quoi, des produits. Je cherchais voilà, de la confiance. Pour moi, la cuisine, avant tout, c'est de l'amour. La dernière fois, je voyais une vidéo justement qui dénonçait les violences dans la cuisine, où le serveur rapporte cette assiette sur la table. La cliente qui est très contente dit « Waouh, merci, c'est magnifique ». Et derrière, le chef qui est en train de gueuler sur ses commis. Et en fait, tu peux pas avoir de l'amour dans ton assiette si derrière, en fait, tu en mets plein la tronche aux gens qui sont dans la cuisine. Donc ça, c'est pas possible. Donc moi, je voulais avoir dans ma cuisine voilà, cet amour du produit et me sentir bien aussi dans la cuisine. Et je trouve que c'est le plus important, c'est la base de la cuisine. C'est aussi pour ça que je dis souvent que la cuisine de l'Énaïque, c'est une cuisine d'émotion. Et je pense que c'est aussi pour ça que les gens viennent aussi, pour chercher des émotions dans ces assiettes, sans parler technique, parce que je pense qu'elle en a un petit peu quand même, mais... Oui, il y en a forcément, parce que quand on dit... Moi, en général, quand on dit, vous allez voir, c'est une cuisine d'émotion, c'est un peu comme quand les mecs font de la céramque et qui me disent, j'ai travaillé sur l'accident. Je dis, ouais, bon, attends, ça veut dire que tu vois, on les connaît tous ceux-là qui nous font des plats ou des pichets en disant, moi, je travaille l'accident. Je dis, ouais, tu sais pas faire une série, en fait. Fais-moi une série, puis après, tu me diras que tu travailles sur l'accident, mais... j'imagine qu'il y a quand même un peu de technique, forcément. Pour laisser parler l'émotion, en général, il faut qu'il y ait un petit cadre et un savoir-faire. Oui. Puis j'aime bien la créativité aussi, donc ça, c'est quelque chose qui me plaît. Et il y a autre chose aussi dans le fait de... Enfin, la cuisine, pour moi, c'est nourrir. Et sur ce terme-là, il y a plein de choses qui en découlent. Notamment l'écologie, celui qui a planté la petite graine, celui qui l'a élevée... Il y a tellement de choses derrière tout ça, en fait, que voilà, c'est très important. Là, tu nous dis que t'es en train de... Toi, tu te mets et tu travailles à être un maillon de cette chaîne, en fait. Tu nous parles de ça, en fait. Ouais, on est comme des passeurs. Et puis, on est le bout de cette chaîne. C'est-à-dire que du coup, notre maraîcher, notre éleveur, notre pêcheur, tous ces gens qui travaillent tous les jours à la terre, dans des métiers et dans des jours qui sont plus ou moins faciles, nous, on essaie de sublimer même mais des produits qui n'ont parfois même pas besoin d'être sublimés tellement ils sont beaux. On essaie juste de pouvoir le donner dans les assiettes et faire comprendre aux gens que en fait, ce produit, il vient juste là, à côté. Là. Et tu as la capacité, tout comme moi, de pouvoir l'acheter à un juste prix. Et oui, bien sûr, on n'a pas créé ce restaurant pour être un restaurant lambda. Et ni moralisateur non plus pour autant. Juste sensibiliser aux choses qui existent autour de nous, dire tiens, il y a la ferme d'à côté, tous les vendredis ils ouvrent, c'est là où tu as goûté la crème ou le fromage ou le pain, etc. etc. Et ça c'est chouette d'ouvrir sur ce discours-là. On passe souvent du temps avant que le client paye et puis on échange, ils nous disent tiens, il y a tel producteur ailleurs, etc. Et ça c'est chouette d'avoir ce lien-là aussi avec le client. Il y a vraiment une proximité, on va dire, qui est très agréable. Mais pour encore une fois se reconnecter au vivant. Ouais. Voilà, on en revient toujours à la même chose. À la dernière... Et comme tu disais, c'est une chaîne dans le maillon du vivant. Et oui, on est fiers d'en faire partie. Ouais. Comment ça va s'écrire quand vous allez rentrer de cette épopée de voyage après la Réunion et les quelques saisons que vous avez faites? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la charnière qui va vous faire revenir? On a compris qu'il y en a une qui a envie de tirer vers la Bretagne. Et on arrive tout doucement vers la Bretagne. Ouais, elle y arrive. Mais deuxième Covid, et du coup, on décide de repartir dans le Nord. Où là, pour le coup, on prend beaucoup d'expérience, moi en cuisine et Louise en maraîchage. On a nos racines là-bas. C'est plus facile, c'est plus confortable dans une situation anxiogène de deuxième confinement. Tu sais pas où on va. On savait déjà pas où on allait au premier, alors au deuxième, c'était encore pire. Du coup, oui, on a pris le choix d'être auprès des nôtres et on ne le regrette pas. C'est une très belle aventure, l'Énaïque en cuisine et moi en maraîchage. C'est un an de notre vie à fond. Mais attends, un an de votre vie à fond, vous l'avez passé où, comment, en cuisine et en maraîchage? Moi, sur l'île, chez Florent Laden, Bierbeck Bloemeke. Florent qui a des valeurs, un engagement, qui est connu. Donc là, je me retrouve, et encore plus que dans n'importe quelle cuisine que j'ai côtoyée. Donc là, vraiment, les curseurs à fond. Et là, je me dis, ah oui, c'est vraiment le style de cuisine que j'ai envie d'avoir. Et donc, trop contente par rapport à ça. Et est-ce que ça coche les cases? Tu parlais aussi du rapport humain et des relations, parce que Florent connaît son engagement et son manger c'est voter, ce qui est très vrai. Ouais. Est-ce qu'humainement, ça suit aussi en cuisine? Est-ce que tu t'épanouis dans cette ambiance? À ce moment-là, j'ai 2 chefs qui sont en couple.
et qui font Attends, très... 2 chefs qui sont en couple. Ah oui, il y a 2 chefs Ouais. et qui forment un couple. Oui, voilà, D'accord. c'est ça. Et donc, ils font vraiment attention à l'humain. On fait des petites réunions brainstorming de temps en temps pour savoir comment ça se passe, etc. On se sent vraiment bien. Ils font attention à tout ça. La cuisine est vraiment top. Donc, à ce moment-là, je me sens bien. Trop bien. Ouais. Forcément, on fait des heures, mais ça, c'est Oui. normal. Bon, ça, je crois que C'est- malheureusement... ouais, Et toi, Louise, donc, de ton côté, maraîchage? Moi, de mon côté maraîchage, à la ferme du partage, à M. Mais moi, j'ai pas de bagage. Moi, j'ai pas de. Autant Léna, quand elle s'est reconvertie, elle fait un CAP. Moi, retour de Corse, on s'est formé sur le terrain et j'ai pas envie de repartir dans un BP ou dans. Voilà. Et donc, j'y vais un peu au bagou et je pose des CV et. J'ai pas d'expérience, je suis une nana dans le monde de l'agricole, bonjour quoi. Et la ferme du partage, Nicolas Mullier m'ouvre ses portes. Une expérience de dingue, un lieu fou, des gens extraordinaires, d'une simplicité et d'une bonté dingue. Et là, ils m'apprennent tout. Je fais des erreurs, beaucoup. Ils me pardonnent tout. Et c'est vraiment eux qui m'apprennent le travail de la terre, le travail du respect de la terre. Et l'échange aussi, parce qu'ils avaient vraiment un lieu de convivialité, avec aussi un accueil de séminaire. Enfin voilà, beaucoup de choses gravitaient autour de ce projet. Et là, je me nourris beaucoup de choses, j'apprends énormément. Et donc c'est un an qui nous fait du bien. Ouais, chacune dans son terrain, là, vous emmagasinez de l'expérience. On s'enrichit, ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, alors que chacune, justement, dans sa discipline, commence à acquérir et à enrichir énormément la bibliothèque de savoir voilà, de chacune, est-ce que vous commencez à vous dire, tiens, est-ce qu'on pourrait pas un jour ouvrir quelque chose? Est-ce qu'à ce moment-là, c'est déjà dans les tuyaux? Est-ce que vous y pensez, vous en parlez? Ou pas encore? Je sais pas si à ce moment-là, on en parle déjà. C'est encore un peu jeune, ouais. ça fait 3 ans qu'on se connaît. On est sûr d'être bien ensemble, mais de là à avoir un projet si important, voilà. Par contre, on commence à faire des constats sur le fait qu'on a chacun des métiers qui nous plaisent, des métiers qui sont passionnants, mais des métiers qui sont très énergivores. Il y a un moment Ça a donné été ta où- journée? Ouais, bonne nuit. Et puis au-delà de ça, moi je suis maraîchère, je commence à 5h du mat, Oui, en ou 5 ou plus. 6h du mat dans la haute saison. Léna, il va être 9h. Ouais. Moi je rentre, il est plus tôt, elle Ouais. repart, on se voit pas, Ouais, on se vit pas. ouais. Donc ça, c'est 2 années derrière où, ok, c'est chouette, on aime ce qu'on fait, c'est sympa, mais en même temps... C'est pas une vie. Non, En tout cas, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir la vivre. non, pas longtemps, pas trop longtemps. Mais en même temps, on a toutes les deux l'intime conviction qu'il nous faut encore un peu de bagage. Tout en, au fur et à mesure, écrivant sur un petit papier, un nom, une maison, un projet, enfin voilà. Vous avez eu ces petits papiers là, avec des petits noms et tout là? Ouais, on a dessiné On a des eu, trucs. oui, oui. Bon, voilà, qui a fait une tête, moi aussi on l'a eu. Non, mais Avec dans les- le sens où, voilà, on boit l'apéro et on se dit pourquoi pas ça, si, ça, et puis tu pars dans tous les sens, puis ça part en fait dans n'importe quoi. Génial ces moments, génial ceci dit. Oui, oui, c'est c'est sûr. des petites graines, on va dire. Ouais. Voilà. Sans pour autant que ça devienne un potager tout de suite, mais en tout cas, on se met des petites graines. Voilà. Vous allez continuer du coup à creuser un petit peu chacune votre sillon? Oui. Ouais. Et on décide de s'installer en Bretagne. Ok. Et à partir de là, notre projet a vite démarré. Dès qu'on est arrivé, je pense, en Bretagne, on a eu envie de s'installer. Attends, mais pardon, mais quand tu dis, Lénaïque, on a décidé d'aller en Bretagne, donc là c'est juste, ok, on va y aller pour y vivre, Ouais, et on verra. et on verra, ouais. Ok, donc là vous partez toutes les deux, Ouais, et on part toutes les deux, et du coup, on décide de partir mais en mode woofing d'accord, pour ok. découvrir toute la Bretagne. Parce que moi, Pensez pour les gens, là, pardon, je te coupe, mais Ouais. on est à 38 minutes. Le woofing, ça veut dire résider chez les gens qui ont une ferme et participer aux travaux de la ferme, pour ceux qui ne Exactement. connaîtraient pas le terme. Donc on part en woofing, donc du coup en on Bretagne. repart en woofing, c'était l'hiver, donc de janvier jusqu'à, je pense qu'on a fait 2 mois, janvier, février, mars peut-être, et on décide de découvrir toute la Bretagne, puisqu'on ne la connaît pas. Moi, mes grands-parents sont des Côtes d'Armor, à Trégastel, mais j'ai pas vraiment vécu le Finistère Ouais. ou bien le centre Bretagne, je le connais pas. Donc on prend la carte du woofing, on se dit, bah tiens, ça a l'air sympa dans le milieu, plutôt sur la pointe du Finistère. Et on y va et on décide de sentir chaque ambiance dans tous ces coins-là de la Bretagne. Meilleure période pour le faire en plus, plein hiver, cœur de l'hiver. Au moins si tu résistes à ça, tu sais que tu auras résisté à tout. Non mais je veux dire, il n'y a pas de pire. C'est comme quand tu visites une maison sous la flotte et machin. Bon ben voilà. Surtout dans condition. des fermes où parfois il fait La un tête peu de Louise, froid. c'est dommage mais- que les gens aient pas Ah vu la ouais, tête de ouais. Louise. Louise a toujours très très froid. Et Moi, je suis parfois- frileuse et j'avoue qu'on a vécu des Ouais, périodes. très bonne idée, du coup, très bonne idée. fraîches, quoi, voilà. Allez viens, on va en Mais- Bretagne. Et puis mais- viens, on y va en janvier. Mais c'est revigorant, c'est Ouais, ouais. revigorant. Ouais ouais. Et je pense que l'Énaïque, c'était peut-être un baptême du feu de me dire, ok, si elle Si survit elle à tient ça, à ça. c'est que peut-être qu'elle va vouloir s'installer en Bretagne. Au final,
final, on est là. Pas Donc, bête. quelque part, finalement, Pas c'est une bonne stratégie. Pas bête, ouais. C'était risqué. Mais au moins, voilà, si on franchissait ça, c'était pas mal. Mais en fait, pendant cette période de woofing, ça nous permettait du coup, souvent, on bossait le matin ou l'après-midi et inversement, on faisait toutes nos recherches, puisque du coup, on écrivait le business model et on faisait toutes nos recherches de maisons. Ouais. Et pendant cette année, on a visité 13 maisons différentes. D'accord. Donc pendant que vous allez découvrir le territoire, ça y est, pour le coup, vous vous dites en fait c'est une évidence. Il faut qu'on se pose au final au bout de ce périple et il faut qu'on trouve en fait un terrain pour exprimer. Oui, mais comme ça prend plus de temps, on trouve un job où poser véritablement nos bagages. On veut pas aller trop vite, on prend le temps de l'écrire, on prend le temps de savoir où on veut s'y installer. Et là, ça fait 3 mois qu'on fait du woofing, toutes les deux, on a fait le tour. On aime toutes les deux bosser et donc on se remet à bosser quoi. Ouais. Et on pose nos bagages à Dinard. Léna en cuisine et moi en maraîchage. Et on fait 1 an comme ça et au bout des 1 an, on trouve cette maison. Ouais. D'accord. Et il y avait donc une sorte de veille qui continuait. Oui. Quelles étaient les valeurs, on se parle de business plan, de choses comme ça, quelles ont été les étapes qui vous ont permis d'avancer le business plan? Est-ce que vous avez fait quelque chose de très détaillé, de très pointu? Est-ce que vous aviez quelque chose de très éclairé ou pas tant? Comment vous avez travaillé en fait cette projection? Au début, c'était très flou parce qu'on ne savait pas quel type de maison on allait avoir, ni à quel prix. Donc au début, et puis même notre projet, on ne savait pas si on allait avoir une chambre ou un gîte. Vous vouliez acheter en tout cas? Mais on avait envie d'acheter. Ok. Ouais. Et au final, ça s'affine au fur et à mesure des recherches. Puis je pense qu'il faut le dire aussi, un business model, franchement, c'est une galère. C'est pas facile. Et ça fait peur. Et tu vas sur Google et mon ami et tu te dis, mais waouh, comment je vais faire ce truc? Comment je vais plaire aux banquiers si je dois aller les voir? Comment je vais mettre ma patte là-dedans? Comment je vais mettre mes émotions dans un business model qui est censé répondre comme à l'époque où tu faisais, moi je me souviens des PowerPoint en école de com, où il fallait que tout soit carré. Et t'imagines avant, parce que tu l'as pas connu, mais avant Google, parce que moi j'ai fait une école de commerce aussi, avant Google. Ouais, ah oui. Hein, avant ChatGPT. Oui, bah ça c'est encore le truc. Mais ça peut t'aider aujourd'hui un petit peu sur les business models. Mais en l'occurrence, c'est pas facile. Là, vous décrivez un truc auquel on est tous confrontés quand on veut ouvrir un restaurant. Alors, toi, Lénaïque, par exemple, constituer une cuisine, qu'est-ce que j'achète? Quel four? Comment ça? C'est ça, c'est vraiment pas facile parce qu'il y a beaucoup de choses à penser en fait. Donc il y a déjà cet aspect matériel. Mais on a trouvé une super plateforme qui nous a bien aidé pour faire le budget prévisionnel aussi. Oui, parce que finalement, tu as le business model, puis ensuite, après, tu as le budget prévisionnel. Voilà, il y a 2 choses. Donc, après avoir sorti les pagaies, tu sors clairement les doubles rames, parce que là, un budget prévisionnel toute seule, sauf si bien évidemment, tu es encadré et que tu prends quelqu'un et que tu payes, et que voilà, là, on a tout fait toute seule. On n'avait pas les moyens pour le faire, et donc, clairement, tu commences à rentrer dans la comptabilité et la viabilité de ton entreprise, la santé économique de ton entreprise, tu peux pas déconner, en fait. Avec une projection? À 3 ans. Ouais. Et combien j'attends, combien je vais vendre, quel va être mon ticket, qu'est-ce que je mets dans mes assiettes, quels sont les coûts et qu'est-ce que j'espère en retour. Mais vraiment juste, quel est ton cœur de cible? Ça veut dire quoi avoir un cœur de cible? Pourtant, moi, je suis dans la com, je sais ce que c'est un cœur de cible, mais en même temps, je suis un restaurant, je suis à Saint-Georges-de-Rintembeau, mon cœur de cible, il est tellement vaste et qui, en même temps, j'ai envie de toucher. Et nous, dans les valeurs sur une terre vierge, parce que pardon, mais ce que vous allez faire là, ça n'existe pas là alentour. Donc comment dire aux banquiers, oui, on va avoir telle personne entre 45 et 55 ans, plutôt CSP. C'est très difficile. Et puis accessoirement, 2 nanas avec un concept de menu unique. Moi, pas du tout dans la restauration. Léna, sans vraiment de nom dans la restauration. À Saint-Georges-de-Rintembeau, les banquiers te regardent et te disent la porte, elle est là-bas. Bien sûr, on a été heurtés à ça. Et même à d'autres organismes. On a été heurtés plusieurs fois à des choses où on s'est dit, c'est vraiment pas facile, heureusement, on est 2. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'il faut rebondir, il faut dire, allez, on reprépare les choses, etc. Et on y va et on continue. C'est pas parce que tu as un refus qu'il faut s'arrêter. C'est quoi les refus? C'est du financement principalement? C'est des banques qui disent vous n'êtes pas assez prêts ou... Ouais, ça peut être du financement, mais ça peut être aussi, on a un ERP, donc du coup, il faut faire tout un dossier pour passer cette commission. Et donc du coup... Là, on se parle de pouvoir recevoir du public. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, si tu l'as pas, tu dois repréparer un dossier et bien expliquer, comprendre pourquoi c'est pas passé, etc. Donc, qu'est-ce que vous auriez aimé si vous deviez refaire ça? Qu'est-ce que vous feriez différemment aujourd'hui? Ou est-ce que vous avez fait des erreurs ou que vous estimez Il y a des choses où on s'est pris trop la tête. Si on a un conseil à dire aux gens, c'est ne pas trop se poser de questions, vraiment, parce qu'on peut s'en poser un milliard. Mais sur quoi, par exemple? Parce que je repense encore des questions. À cette ERP où, en fait, on a écrit des phrases et des phrases et des phrases pour expliquer comment on allait accueillir le public.
Et au final, on comprend qu'il faut aller vraiment droit au but, juste en une seule phrase, quoi. Parce que ces gens-là qui vont étudier ton dossier, ils n'ont pas vraiment le temps, donc il faut être très concis. Donc parfois, il faut vraiment pas avoir peur. Nous, on a eu aussi un dossier, on a dû monter des CERFA, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de lignes, et on a eu de la chance d'avoir la mairie qui était derrière nous en nous disant « Ah non, mais cette page-là, il ne faut pas s'y intéresser. » Alors que nous, on allait regarder cette page-là et on ne comprenait pas pourquoi elle nous concernait. Donc, c'est important de bien être accompagné. La CCI nous a beaucoup accompagnés aussi. Je pense qu'il faut s'entourer. Je pense qu'il faut surtout dire que personne... En fait, il y a personne qui va te dire « Tu dois faire ça et tu ne dois pas faire ça ». C'est-à-dire que du coup, personne ne va te donner une liste en disant c'est non parce que le pompier qui va venir voir pour l'accessibilité, il va te dire que c'est interdit. Il n'y a personne qui va te donner une liste exhaustive que tu dois faire ou ne pas faire. On adorerait. Quelles sont les normes ou pas les normes. Personne ne va te le dire. Ils vont juste te le dire le jour où tu ouvres et si ça va pas ou si ça va, quoi. Voilà. Et je pense qu'il y a un moment donné où on s'est dit mais mince, quoi, juste dites-nous ce qu'on doit faire ou pas faire et on le fera. Mais ne nous laissez pas comme ça, quoi. Et du coup, on s'est beaucoup entouré, oui, comme tu dis, de la CCI, de la mairie, d'organismes un peu référents comme ça, même s'il y a des choses aussi à laisser dans chacun, et aussi de restaurateurs, des potes restaurateurs qui nous ont dit mais arrêtez les filles, en fait arrêtez, parce que personne n'est parfait et qu'aucun restaurant ne répond à toutes les normes. Déjà, vous aviez ce truc un peu bon élève là pour le coup au début de vouloir parce tout. Parce que t'as peur, parce que ça fait peur, parce que tu te dis que moi le gars il arrive demain et il peut tout fermer alors que c'est tout mon investissement, tout mon travail, quoi. Donc forcément t'as envie d'être carré et en fait personne ne l'est véritablement parce qu'en fait personne ne sait comment l'être finalement. Oui, puis c'est certainement impossible de cocher toutes les cases aussi. Absolument pas. Et puis parce que chaque maison répond, chaque restaurant répond à des normes différentes. Nous c'était une maison d'habitation, donc ne serait-ce que pour les normes pour les handicapés, voilà, tu peux contourner ou ne pas contourner. Enfin, il y a des choses. Donc après on apprend qu'il y a des dérogations. Mais si tu le sais pas, en fait tu t'essaies là tu vois avec ton maçon pour faire pour enlever des murs porteurs, tu te retrouves avec des devis absolument hallucinants et tu te dis mais je vais jamais y arriver. Le banquier il m'a pas du tout dit oui pour ça. Donc et là tu te dis bon, il va falloir que je trouve d'autres solutions et je pense qu'à ce moment-là on est bien d'être à deux parce que je pense que quand il y en a une qui lâche un peu, l'autre dit ok, allez, on va y arriver. On y va et ça va aller. Et toute seule, moi personnellement, je sais pas si j'aurais eu la force et la ténacité pour le faire. Non plus, je serais pas Je décourage pas par contre les gens qui nous écoutent là à le faire tout seul parce que je pense que c'est faisable. Pensez pour la personne qui nous écoute. Non, mais il faut s'entourer encore plus, je pense. Mais voilà. C'est important. Et on a des amis qui l'ont fait toutes seules et qui aujourd'hui sont très entourées et qui fonctionnent très bien. Ouais. Mais par contre, ne pas penser qu'on peut le faire tout seul, c'est pas possible. Vous avez trouvé cette maison au bout de pas mal de visites, t'as dit un peu plus d'une dizaine de visites ? Ouais, c'est la 13e maison. Ouais. Bon, parfois on visite beaucoup plus de lieux que ça, on a tellement son restaurant. Quel effet ça vous fait le jour où vous découvrez cette maison donc, qui est habitée par des gens dont c'est le lieu de vie en fait ? Oui, elle correspond totalement à notre projet en fait. On rentre dans cette maison, mur de pierre, poutre apparente, la cuisine ouverte, donc je l'imagine direct en fait en cuisine professionnelle mais qui reste ouverte. Tu t'y vois. L'espace derrière abri à bois en fait peut abriter cette arrière-cuisine dont on a absolument besoin avec les frigos, la plonge, etc. Tout coïncide, cette terrasse qui est déjà là, qui est en face de ce magnifique jardin, ces 2 petites pièces avec un poêle à bois, ce magnifique jardin, voilà, le gîte, vraiment les cases se cochent petit à petit. Vous dites ça le jour où vous la visitez, non ? On n'ose même pas se regarder pendant la visite. Ah ouais. Mais je pense qu'on a tellement été déçus par certaines visites où tu te dis, bon, celle-ci, ça sera celle-là. Et au bout d'1 an et demi, 2 ans de recherche, tu commences à te dire, bon, est-ce que véritablement on y arrivera un jour ? Et là, on ne s'est pas regardé. Et je pense qu'on n'avait pas eu besoin de se regarder pour savoir que c'était celle-ci. Et c'est chouette, parce que du coup, c'est-à-dire que sur ça, on est reliés. Enfin, il y avait quelque chose qui s'écrivait dans cette maison et pas ailleurs, quoi. Combien de temps il va se passer entre le moment où vous visitez cette maison et où vous avez ce coup de cœur et cette évidence et le moment où les choses vont démarrer et où vous allez ouvrir ? Eh bien, c'était fin octobre. Oui, on est toutes les deux encore embauchées, chacune dans nos endroits respectifs à Dinard. On fait une offre un mois plus tard. Ouais. Et on a la maison mois d'avril. On quitte nos boulots puisqu'on arrive en fin de contrat. On passe Noël en famille. On construit là, pour le coup, le vrai budget prévisionnel pour aller voir les banques. On peaufine vraiment le business model. On s'entoure pour être carré et avoir un discours vraiment devant les banquiers. Et on fait une offre en avril. En décembre, quelque chose comme ça. Ouais, novembre-décembre.
Et là, s'ensuit toutes ces histoires de compromis, ces 3 mois d'attente. Et là, c'est voilà. la course. Et là, c'est le début du compte à rebours. Il faut aller voir tous les banquiers, il fallait absolument qu'on soit prêt, il fallait qu'on fasse beaucoup de devis pour la maison pour être sûr que ça rentre bien dans les cases, etc. Qu'on n'aille pas n'importe où droit dans le mur. Et les propriétaires ont été vraiment cool, c'est-à-dire qu'ils nous ouvraient leurs portes chaque semaine et on faisait des devis, etc. Génial. Donc ça, top. Et ce qui nous a permis d'arriver dans cette maison au mois d'avril et d'ouvrir au mois de juillet. Ah ouais. Ouais. Oui, on n'avait pas le choix. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas le choix. Hein. Oui, mais bravo. Financièrement, il faut que ça rentre. Bien sûr, bien sûr. Donc, il le fallait. Et encore, on s'était dit 15 juin. Au final, on a ouvert le 4 juillet, ce qui était génial. Voilà. Mais... 3 mois. Oui. 3 mois, ok. Pendant ces 3 mois, Lénaïque, pardon, mais comment on se... Parce qu'à un moment, t'as 3 mois pour te dire, ça va être à moi. Oui, et ça arrive, mais c'est le bordel. Je veux pas y aller. Puis jusqu'au bout, tu as des choses à faire. Je pense que tout le monde le sait, qui écoute le podcast. Jusqu'au bout, tu as des choses à faire. C'est pas vraiment fini. Ouais. Tu aimerais que ce soit encore mieux fait, mais au bout d'un moment, il faut se lancer. Ouais. Mais toi, attends, pardon, mais en tant que chef, en l'occurrence, tu réfléchis à ta cuisine, tu la penses pendant ces mois, tu t'y projettes, parce que ta cuisine se construit à ce moment-là dans tous les sens du terme. T'es dans tes travaux, t'es dans tes gravates, ton arrière-cuisine est en train de se monter, et puis tu te projettes aussi dans la cuisine que tu vas proposer, quoi. Comment tu les habites, ces 3 mois-là? C'est hyper court, et peut-être un peu long aussi à la fois, enfin... Oui, c'est hyper court, mais en fait, ça va très vite. On est dans les travaux, nous aussi, c'est-à-dire qu'on fait certaines parties nous-mêmes, donc tout va très vite. Et en plus, on n'est pas d'ici. Donc pour moi, la cuisine de produits, c'est très important. Donc il fallait absolument que j'aille voir les producteurs. Et ça prend du temps, surtout quand on ne connaît pas son territoire. Comment c'est pris? Comment t'es reçu? Parce que parfois, on peut avoir peur de... Ouais, bien sûr. Bonjour. C'est vrai que je n'étais pas très rassurée au début, forcément, on ne les connaît pas. Et au final, première porte poussée chez Fruits des Prés, où ils font du fromage. C'est une famille qui tient ça et super bien accueillie. Ah, génial, une auberge qui va s'ouvrir. Vraiment, on se sent super bien accueilli. Je vois dans ton visage, parce que je vois très bien cette sensation où tu y vas, où il faut te dire, tiens, il va falloir que je me vende, il va falloir que je raconte, je connais pas, et où tu te rends compte que tu es bien reçu. Et là, il y a un truc de... soulagement, ouais. Ça va bien se passer. Tu dis, en fait, ça va bien se passer. C'est ça, je vois très bien ce truc. Donc, premier producteur. Après, je vais voir une productrice de volaille, où aussi je suis bien... Vraiment, partout où je vais, je suis bien reçue. Donc, c'est déjà une bonne chose. Mais après, on arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, puisque, par exemple, pour un maraîcher, on n'a pas fait de planification ou quoi que ce soit. Donc, comment il va réussir à m'approvisionner? Et pourtant, ça l'a fait. Donc voilà, au début, beaucoup de sourcing à prévoir. C'est ça qui me faisait peur aussi, parce que niveau temps, c'était un peu chaud. Et au final, tout s'est goupillé assez bien. La chose la plus étrange, on va dire, c'est la première porte poussée, quoi. Premier client qui arrive. Alors, attendez, vous allez me raconter ça, mais juste avant, le menu unique, c'est une évidence depuis le début. Ça, c'est quelque chose que vous voulez imposer, parce que plus facile à maîtriser, parce que pourquoi toi, en Lénaïque, en cuisine, tu dis ce sera un menu unique, par exemple? Parce que plus facile pour moi à maîtriser. Ok. Il y a combien d'occurrences? 2 entrées, 2 plats, un dessert, ou une entrée, un plat, un dessert? Ouais, non, c'est une mise en bouche, une entrée, toujours végétale. Ok. Le plat, il y a le choix entre la version animale ou végétale, les mêmes accompagnements et un dessert. Ok. Au début, c'était pas forcément dit comme ça, surtout sur le plat. On pensait que ça allait être un plat unique. On s'est dit, ok, on va faire une version végé parce qu'il est possible qu'il y ait certaines personnes qui mangent pas de la viande ou du poisson. Et au final, on l'a directement proposé sur la carte. D'accord. Et la première semaine, je me rappellerai toujours, c'était soit la volaille, soit courgette rôtie. J'avais fait un petit... condiment courge, graines de courge. Puis je me suis dit, bon, je vais peut-être vendre 2 courgettes sur les 80. Et en fait, non, j'en ai vendu 30, 40. Et je me suis dit, oh Louise, il faut que j'en refasse, etc. Et vraiment, direct, le VG a plu. Donc, mais parce que c'est un geste, parce que tu racontes un truc. Et c'est un moment, c'est ce qui te porte à ce moment-là, et ce que tu as envie de raconter. Donc finalement, les gens, ils viennent pour ça. Mais exactement, mais j'avais pas du tout, moi, pensé que ça allait... Mais ça dit un truc de la confiance qu'on doit se donner quand on est chef, et du fait qu'on doit assumer de plus en plus, je crois, un trait en cuisine. Ouais. Je pense que les gens ont une connaissance, une conscience, et aussi une exigence, de fait, une meilleure culture culinaire aujourd'hui. Ouais. Et il faut assumer les choses, en fait. Il faut assumer, c'est là où on est bon, certainement, donc il faut oser le faire.
Par exemple, il y a des clients qui me disent bon, bah voilà, en plat, je choisis de faire un fenouil rôti. Moi, j'aime pas du tout le fenouil, mais j'ai pris le fenouil. Pour dire, ils ont confiance en Trop moi bien. et voilà, Ouais. ils décident de prendre le fenouil. C'est ce qu'on vient chercher ici, Ouais, c'est ça. ce geste-là. Ouais. Oui, ou des gens qui s'y attendent même pas. C'est-à-dire que, par exemple, du coup, quand on dit version animale, ça peut être soit viande, soit poisson. Et Lénaïque et moi, elle sait où je vais aller, vers une anecdote d'un monsieur qui nous a beaucoup marqué. Ce jour-là, on travaille les Saint-Jacques de plongée de Ouelga à Saint-Malo. Et du coup, version animale, Saint-Jacques. Et version végétale, persil tubéreux. Persil tubéreux, légumes oubliés, légumes racines, fort goût de châtaigne, enfin voilà. Et elle le travaille exactement comme... en plus, finalement, esthétiquement parlant, on dirait une Saint-Jacques dans l'assiette, finalement, parce qu'elle le met en tronçon comme une Saint-Jacques, elle le rôtit, vraiment, elle lui donne autant de gourmandise que la Saint-Jacques. Et ce monsieur dit, j'aime pas le poisson. Bah, c'est super, j'ai du persil tubéreux. Et ça tique, forcément, et en même temps... je pense que les gens ont compris qu'en venant à l'auberge, déjà, Lénaïque a une cuisine très végétale. Donc, à partir du moment où tu décides de pousser la porte de cette auberge, tu décides de te laisser guider. Et donc, si tu n'aimes pas la Saint-Jacques, eh ben, on va aller vers le persil. Et je vais te montrer qu'on peut aimer le persil tubéreux. Et ce monsieur, il a terminé son plat. Moi, j'y vais un peu reculons en me disant waouh. Et puis en même temps, quand j'envoie le plat, je regarde Hélène. Je sais que son plat est bon, mais je la regarde en disant j'espère que tu as fait un truc topissime, quoi. Parce qu'il faut se dire juste en parenthèse que toi, on se parle de maraîchage depuis le début, mais c'est toi qui t'occupes de la salle. Exact. Okay. Et même si j'adore ce contact humain, moi, j'ai pas énormément d'expérience. J'en ai fait un petit peu à droite à gauche, mais j'ai pas énormément d'expérience. Donc, j'y vais avec toute ma simplicité et comme je suis. Et c'est peut-être quelque part ce que les gens aiment aussi à l'auberge. Authentique. Oui, voilà, simple. Et en même temps, je connais parfaitement la cuisine de Lénaïque. Tous les plats qui sortent de cette cuisine, je les ai mangés, je les ai goûtés, on les a testés ensemble, on les a ajustés ensemble. Et donc, je sais exactement comment ça a été cuit, quel goût ça a. Et tu sais le raconter, Exactement. Et notamment d'ailleurs sur ce fenouil, finalement, le fenouil, les gens me disent moi, je suis pas trop fan du fenouil. Moi non plus, j'aime pas le fenouil. Mais je vous assure que Lénaïque m'a fait aimer le fenouil. Donc voilà, donc finalement ça laisse. Non, mais dans le sens où Lénaïque m'a fait aimer le fenouil. Titre. et donc tu vas voir ce monsieur. Et il me rend son assiette et il me dit ne change rien. Et là, tu dors sur tes deux oreilles. T'as commencé ta journée à 7h, il est minuit, tu vas te coucher. T'as pas arrêté une seule seconde de cette journée, t'es fatigué, t'es rincé. Mais en fait, tu sais pourquoi tu le fais. Et t'es trop contente. Voilà, c'est des victoires qui font du bien. Bien sûr, c'est des petits pas. Et ça fait partie encore du chemin dont on parlait tout à l'heure. Pour nous, ça n'a jamais été le but, l'important. L'important dans toute cette histoire, c'est le chemin. Et c'est le chemin qu'on fait tous les jours. Voilà. Et c'est le chemin qui nous a guidés jusque-là et qui continue encore aujourd'hui de nous ouvrir des portes et qui nous surprend aussi d'ailleurs tous les jours. Il faut qu'on se raconte un truc puisqu'on parle d'ouvrir des portes. Le jour de l'ouverture, c'était quand ? Le 4 juillet 2024. 4 juillet 2024. Donc, on va presque fêter le premier anniversaire. Oui. Comment ça se passe ? Parce que Lénaïque, tu as commencé à l'aborder tout à l'heure. Ce premier jour et cette porte qui s'ouvre. Parce qu'on a tous ce fantasme-là en se disant le jour où tout son affaire, le premier visage qui passe la porte. Ouais. Et les premiers retours, c'est quoi les souvenirs qui viennent quand vous repensez à ce jour-là ? Non, mais déjà, est-ce qu'il y aura quelqu'un ? Ouais. C'est surtout ça. Comment on sait, comment vous avez dit à votre entourage, il y a eu peut-être un article dans la presse locale. On a fait un petit article dans la presse locale, dans la chronique et dans Ouest France. Ils sont venus tout de suite et on a été super bien aussi accueillis par la presse locale, c'était chouette. Avant l'ouverture ? Un peu avant l'ouverture, ouais. Ouais. Puis on avait fait des flyers, on avait déposé des petites choses. Et puis surtout, on a été aidés beaucoup par ce réseau de producteurs qu'on a, qui ont beaucoup parlé de nous en amont et qui ont fait que eux qui sont assis un peu dans la région ont parlé de nous. Et comme c'est des gens de confiance, les gens se sont dit ok, si eux ont confiance, on peut y aller. Ça nous a beaucoup aidés. Vous avez fait des dîners tests, des soirées tests, des friends and family, comme on dit, ou des choses comme ça, ou pas tant ? Non. D'accord. Non. Ah ouais, ok. C'est toujours moi un peu le crash test dans les C'est- menus. Ok. À chaque menu, c'est moi Ouais. qui me dévoue pour goûter. Ok, c'est un toi métier qui... difficile. Ouais, franchement. c'est la pire partie du truc. Carrément. Ok. Maintenant, il y a une liste d'attente par contre pour Ah oui, devenir c'est testeur. ça, pour devenir cobaye, ouais, je comprends. Bah, je veux bien, moi je prends le prochain. Comment ça se passe du coup donc, pas s'enfiler, mais pas loin. Premier jour, Ouais. toi t'es prête en cuisine, on est prêt en salle ou On c'est est encore... ultra prêt.
Non, Ah, ça n'existe pas. Non, sérieux? Si, Ah ouais. À 18h, on est là, non. on est là en train de se dire bon. Si on regardait encore la dernière fois les photos, on se disait ah oui, à 18h, on faisait déjà la pause et on attendait. Mais ouais. non. Alors que maintenant, on fait la pause, il Wow. est 18h20, alors que le monde arrive à 19h30 et que c'est la cohue et que voilà. My Enfin, God. Ouais. Ah, c'est très rare ça quand même, hein, parce que normalement on en a encore à se dire tiens on n'a pas fait ça là, tiens on n'a pas les chaises, attends faut que je cours parce qu'on Ah a non, oublié. 4 jours avant, on n'a toujours pas de faïence dans la cuisine, par contre, ça c'est Ouais. vrai. Ça, c'est... Oui, voilà. jusqu'au c'est bout, bien quand même c'est le d'avoir un petit film, truc. mais le jour J, on était prête. Carré. Mais bon, ok, vous en tout cas vous avez été comme ça, donc vous êtes prête. Ouais, on fait du coup le business model, il est compris sur un total de 15 couverts par service. D'accord. On a 11 résas. Ok, 15 couverts c'est quoi? C'est l'équilibre? 15 couverts c'est 15 l'équilibre? couverts, c'est le point de- ce qu'on s'était dit au début pour se dire ok, on est bien, Ok. Léna est C'est pas ce qu'on trop, peut pas faire, trop c'est en notre limite. cuisine, c'est notre limite et voilà. Aujourd'hui, il y a la réalité et voilà, mais en même temps, voilà, surtout sur un début, 15 c'était ce qu'on s'était Ok. dit. 11 raisins. Donc 11 on a raisins. 11 Pas raisins, mal. pas mal. Ouais. Pas mal de couples. Ouais. Et dont un couple restaurateur. Oh. Et là, on se dit, Petite pression, ok, quoi. bon, direct. Donc ça nous met une petite pression et au final, il arrive avec plein de cadeaux dans les mains. Il dit, ah, bienvenue, je suis content qu'il y ait quelqu'un de nouveau dans le coin. Trop cool, on Ouais. salue Et là, cet homme. Pareil, deuxième soulagement, Oui. un peu comme chez Fruits des Prés, Ouais. où, ah, chouette. On est bien accueillis. Et puis ça crée une émulation, c'est important de se le dire là, hein, parce que dans plein de campagnes ou de coins, machin, le mec qui arrive, qui déboule, qui va ouvrir, c'est souvent une concurrence potentielle, mais en fait la vérité c'est que ça crée de l'émulation, c'est que ça fait venir du monde, c'est que ça fait vivre un territoire, donc c'est plutôt, il vaut mieux avoir ce réflexe-là, comme lui, Ouais. plutôt très intelligent. Et donc là, très agréable. Déjà, ça fait du bien. On passe un bon service. J'amène quelques desserts et je sens que voilà, les gens sont réceptifs, ils sont contents, ils se sentent bien là sur cette terrasse puisqu'il faisait beau. Donc, plutôt contente de ce premier service. Ouais. Et nous, on s'en sort, on y arrive, ça sort bien, il n'y a pas d'attente. En plus, on a 4 personnes de passage qui ne devaient pas être là à la base et qui arrivent, alors qu'on s'est dit à Saint-Georges-de-Rintembeau, jamais il y aura du passage. Quoi. Ouais. Ce qui d'ailleurs, en plus de ça, est le cas aujourd'hui. On travaille Ça que n'est sur jamais réservation. arrivé, sauf notre premier Sauf service. notre premier service. Quoi. D'accord, Et, drôle. Et finalement, on prend ces 4 petits jeunes trop gentils. Et c'était super chouette. Vous vous rappelez des gens qui sont venus le premier soir, non? Vous Bien les- sûr. ouais. Bien sûr, et puis d'ailleurs, ces 4 petits jeunes dont je te parle viennent encore. Et elle était enceinte. Et 3 jours après, elle accouche. Non. Et peut-être Du coup, ils viennent un plus mois et loin. demi après, ils viennent avec leur petite fille qui s'appelle Hortense et qui viennent dans le couffin. Génial. Et je sais pas, c'est des petits trucs dans la vie comme ça dont tu te souviens. C'est des anecdotes, on en a de plus en plus maintenant, mais c'est vrai que c'est des passages de vie importants, quoi. Voilà, ouais. Après, je rebondis sur le fait que nous, on n'a jamais vécu ce côté un peu compétitif ou en tout cas concurrentiel des autres, tu vois, le truc un peu... Depuis le début, on est accueillis les bras ouverts. Et depuis le début, après, l'avantage et le désavantage avec ce concept d'être un peu ici comme à la maison, surtout sur un menu unique où tu te laisses guider, c'est que clairement, tu fais un tri sélectif sur ta clientèle. Donc ça veut dire que les gens qui n'ont pas envie de se laisser guider, n'ont pas envie de manger du végétal de façon importante, eh ben, ils Tu viennent te pas. coupes d'une clientèle potentielle. C'est clair. Mais tu parles à des convaincus. Quelque part, tu as déjà aussi une clientèle pas acquise parce qu'il faut qu'elle pousse la porte. Mais en moins, elle est en En faisant le réception. chemin, ils ont déjà fait le Ouais. chemin. De se Ouais. dire, C'est ça. ouais. Ouais. Et donc, je pense que les premiers clients qu'on a, et la clientèle est acquise en tout cas sur les valeurs. C'est-à-dire que Ouais, du c'est coup, ça. les gens ont compris qu'on se battait pour ça. Donc, les gens sont à peu près sur la même longueur d'onde que nous. Et puis finalement, on est en campagne, ça parle très vite. Et le bouche à oreille, c'est chouette, mais ça peut aller très vite dans les deux sens. Dans le bon, tout comme dans le mauvais. Vous avez vécu justement des moments où vous avez dit on n'est pas compris, on est mal compris là Non, pas tant que Non, ça. on a l'impression que pour le coup. Je sais pas, tu sais, nous, on a toujours les bons retours. Donc, c'est-à-dire que c'est bon, c'est chouette, on est bien accueillis. Après, j'imagine qu'on a aussi des mauvais retours où les gens On ne peut aimeraient. pas plaire à tout le monde, mais de manière générale, on est quand même bien accueillis. Ouais. On a vécu, et c'est ce qu'on vit depuis 1 an, et parfois on se dit, mais c'est fou, un engouement assez dingue. Et tu te l'expliques pas, en fait. Tu te l'expliques juste parce que tu bosses tous les jours et que tu te donnes les moyens d'y arriver. Mais en même temps, tu te dis, mais c'est juste très surréaliste qu'on est en train de vivre depuis 1 an. Et on remercie le monde qui nous entoure d'être là tous les jours. On a une clientèle hyper fidèle. On a des gens qui viennent tous les 15 jours tester chaque menu. C'est devenu des potes. Combien il est le menu et c'est quoi le prix du menu? On est à 30 € entrée, plat, dessert. Mise en bouche, Mise en entrée, bouche. plat, dessert. Mais après nos vacances, on passe à 35 €. Je me demandais quel était le prix justement du menu parce que comme il est bien reçu, c'est aussi une valeur qui est très importante. Ouais, je pense que qualité-prix, on est bien. Ouais.
fait un petit trait au bout d'un an, puisque c'est quand même assez symbolique. Quel constat vous faites? Est-ce que vous avez l'impression que l'engouement continue, que la curiosité augmente, que vous avez fait des corrections, ou que vous tracez votre route? C'est quoi? Qu'est-ce que vous vous dites au bout d'un an de cette aventure-là? Tu veux le réel ou tu veux le... Ici, en général, on ne partage que le réel. Mais enfin, si tu as envie de jouer de la flûte, Louise... C'est pour ça, on va pas jouer le réel. Non, c'est dur. On est aussi heureuse que fatiguée. Et c'est deux sentiments tout à fait étranges comme peut être l'amour et la haine. Dans le sens où c'est notre bébé, c'est notre projet, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on est si heureuse d'avoir fait et si heureuse de voir s'éclater comme ça le fait là, avec un engouement et une excitation de tout le monde qui sont autour de nous. Et en même temps, on est rincé. Mais rincé par quoi? Par le modèle ou parce que c'est dur et c'est difficile de le faire fonctionner? Parce que c'est un métier qui est dur. Ouais. Parce qu'on se lève tôt et on se couche tard. Et vous avez choisi un modèle qui repose sur vous deux. Oui. Il n'y a personne, il n'y a pas d'employé dans cette histoire. Ouais, ça délègue pas. Il y a un jardin à entretenir, il y a un gîte. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. On commence à essayer de déléguer. Tu vois, là, aujourd'hui, on a la première fois une femme de ménage qui vient nous aider parce qu'il y a un moment donné où, en fait, tu peux plus tout faire. C'est plus possible. Ou sinon, ça veut dire que tu délaisses des choses. Mais en même temps, ça veut dire aussi faire confiance aux autres dans l'exigence que tu te donnes à toi-même. Tu fais rentrer quelqu'un dans ton projet, il faut qu'il soit aussi en adéquation avec ce que tu veux et ce que tu cherches comme perfection. Ça a un impact économique? Ça a clairement un impact économique. Tu sais pas si ça va aller puisque ça fait 1 an. Alors oui, on a un pré-bilan. Oui, pour l'instant, je touche du bois. Ça va, mais en même temps, qu'est-ce que sera demain? Là, on part une semaine en vacances. Bravo, tranquille les filles. Au retour, on augmente un peu le prix du menu parce qu'il se doit d'être augmenté. Et parce que sinon, on n'y arrivera pas de toute façon. Donc, tu te dis toujours que jamais rien n'est acquis. Et de toute façon, à partir du moment où tu te dis que c'est acquis, tu n'y arrives pas. Mais donc, c'est tous les jours un challenge, tous les jours un défi. Et du coup, tu dors jamais, enfin moi en tout cas je dors plus jamais tranquillement en fait, voilà. Mais en même temps c'est parce que tu as une pression financière derrière, parce que tu as des engagements, tu as des responsabilités. Vos engagements, ils vous engagent sur combien de temps? C'est quoi la projection que vous avez tissée avec ceux qui ont investi, ceux qui ont prêté de l'argent? C'est quoi l'engagement? C'est 15 ans, c'est 20 ans, c'est quoi? C'est 20 ans sur la maison, 7 ans sur le prêt commercial, enfin pour la SARL quoi. Ok, donc c'est un engagement. Bien sûr. Vous vous projetez, c'est quoi justement la projection? Parce que là, première année, fatigue, découverte d'une réalité qui est extrêmement exigeante, extrêmement dure, vous tenez tout à bout de bras, ça repose sur vous. Dans 20 ans, on est où? Est-ce qu'on est sur cette terrasse? Est-ce qu'on est ailleurs? Est-ce que vous y pensez parfois? Ou est-ce que vous êtes... Est-ce que tu crois que quelqu'un sait où il sera dans 20 ans? Moi, je peux te le dire. Tu seras là? En tout cas, si vous m'invitez, moi je serai là avec plaisir si vous y êtes encore. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on entreprend, forcément, on réfléchit à l'évolution, peut-être pas à 20 ans effectivement, mais de là où on veut emmener un petit peu son entreprise, son navire, son restaurant, son jardin même. Nous, on réfléchit plutôt à 3 ans, on va dire. Donc on a envie de planter des arbres, on a envie de continuer à développer ce jardin, même la cuisine. Moi, j'ai envie de mettre un gros four à bois. Enfin, voilà, on a des projets. La cuisine, pardon, mais tu veux l'emporter vers quoi? Du coup, tu parles de four à bois et tout. Tu as envie de pousser un peu plus les curseurs d'un... Ouais, peut-être un peu plus... Fini les Thermomix. Ici, maintenant, on va tout faire à la main. On va tout monter au fouet et puis on fera tout au bois. Non, mais j'ai déjà cuisiné au feu de bois et j'adore cette relation avec la flamme. Et puis, je sais que le légume réagit très bien au feu de bois. Je sais aussi que, au niveau énergétique, ça peut être intéressant. Donc, pour continuer dans cette éco-responsabilité, ça peut être intéressant aussi. On a envie de continuer dans toutes ces valeurs-là. Donc, des projets, on en a plein la tête. Je pense qu'on a encore plus envie de pousser les curseurs sur l'écologie et sur la responsabilité que chacun d'entre nous a dans ce monde. Voilà. Après, tu vois, déjà il y a 1 an, si j'avais dit qu'on serait là, je t'aurais jamais dit ça. Donc te dire où on sera dans 20 ans, je sais pas. J'espère juste que, et c'est peut-être une mauvaise blague, enfin pas une mauvaise blague, mais un mauvais jeu de mots, et finalement on a créé ce nom, l'auberge Les Filles en bottes, sans le savoir, mais c'est souvent comme ça qu'on le dit quand on rencontre des gens. On n'a jamais été aussi alignés dans nos bottes qu'aujourd'hui. Et j'espère sincèrement que peu importe où je serai, dans 20 ans, je serai autant alignée dans mes bottes que ce que je le suis aujourd'hui. C'est surtout ça que j'espère. C'est là-dessus qu'on arrêtera ce podcast. C'était la phrase parfaite.
Faut pas se cacher les choses. Ici, vous le savez, on parle de la réalité, de celle de la cuisine, mais pas seulement, car un restaurant, c'est bien plus qu'une assiette, qu'un menu, que la main d'un chef. C'est une entreprise, et vous avez entendu Louise, c'est pas tous les jours facile, et comme beaucoup d'entrepreneurs, de chefs, propriétaires, une grande fatigue côtoie la satisfaction. Alors l'avantage qu'elles ont pour elles, c'est de se trouver dans un endroit magnifique et de recueillir chaque jour des compliments et des encouragements bien mérités, et j'ajoute les miens, car il faut du courage pour monter un tel projet et créer sa cuisine et aménager la maison et mettre en place la carte et s'occuper des jardins et sourcer et communiquer. Bref, c'est épuisant, mais le résultat est beau, je sais pas, il n'y a pas d'autre mot. Alors on se relève les manches et on espère chaque jour glaner un petit instant de grâce, et pour ça, Louise et Léna, vous avez trouvé la recette, donc on ne lâche rien. Merci de nous avoir reçus et d'avoir ainsi raconté votre histoire avec cette franchise, c'est l'ADN de ce podcast, mais c'est toujours plaisant d'entendre une parole qui n'essaie pas de transformer la cuisine et le monde de la restauration ou de le raconter autrement que comme il est. C'est ainsi qu'on éclaire, qu'on inspire, qu'on stimule, qu'on dénonce aussi, qu'on fait avancer les choses. Car vous l'avez entendu, aussi, l'atmosphère de certains restaurants marque durablement celles et ceux qui y passent. Et encore trop souvent, j'entends des chefs blessés, traumatisés parfois, par ce qu'ils ont vécu au cours de leur apprentissage. Vous l'entendez ici, et dans ce format, ça oriente toute une carrière. Et dites-vous que celles et ceux qui arrivent jusqu'à ce micro sont celles et ceux qui s'en sont sortis. Combien ont jeté l'éponge et ne peuvent pas aujourd'hui me raconter leur histoire. Bref, servez-vous de ces récits pour continuer d'écrire la gastronomie, d'en profiter comme il se doit, du mieux que vous le pouvez en tout cas. Allez à Saint-Georges de Rintembeau, enfilez des bottes et découvrir ce duo au charme et à l'énergie contagieuse. Et vous aussi, si vous l'envisagez, faites comme Louise et Léna, relevez vos manches, prenez fourche et casserole et enfilez vos bottes. Moi je serai toujours heureux de quitter l'autoroute pour venir m'attabler chez vous, et je suis sûr que je suis loin d'être le seul. Merci les filles de votre accueil, je reviendrai avec grand plaisir. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous écouter lundi, mardi, mercredi pour le portrait de la semaine, le vendredi comme ici pour chef d'entreprise. Et vous le savez aussi, une fois par mois, je fais un talk. Je prends un sujet et j'en débat avec des professionnels. Et ça m'a donné l'idée, cette rencontre, de faire un épisode sur les couples en cuisine. Non, pas les couples qui tiennent un resto, non, les couples qui se trouvent tous les deux au-dessus des fourneaux. Et je vous ai trouvé un joli duo, alors rendez-vous lundi pour les découvrir. Abonnez-vous à Chef sur votre plateforme, notez le podcast, c'est important pour faire connaître mon travail et celui des chefs qui me font le plaisir de venir à ce micro. Très bon week-end les amis, profitez, cuisinez, faites le marché et écoutez votre podcast préféré. Salut!